Review Demon Slayer saison 3 épisode 4, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodo Senpai et depuis quelques temps je suis votre guide analyse sur pas mal d'animés et mangas et aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 4 de cette saison 3 de Kimetsu no Yaiba. Bien évidemment, avant de commencer, je vais vous demander de liker cette vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si c'est pas déjà fait, je compte sur vous. On peut maintenant commencer. Ce qui est cool, c'est que durant cet épisode, niveau combat, on a vraiment été servi, même si bien sûr on est encore très loin de la qualité des derniers épisodes de la saison 2. On a eu le droit à un petit mystère, ou plutôt un début de mystère concernant l'amnésie du pilier Tokito Michiro, et à ce moment-là on se demande tous d'ailleurs comment il a pu finir dans cet état. Au cours de cet épisode, nous aurons aussi l'occasion d'assister à la grande force physique du personnage Shinazugawa Genya, et la jugeote dont va faire preuve Tanjiro pour combattre la 4ème lune supérieure, ce qui prouve à quel point, petit à petit, le personnage principal évolue et s'améliore. À la fin, nous serons bien évidemment obligés de parler de la très attendue intervention du pilier de l'amour, donc Mitsuri Kanroji, qui a su quand même se faire attendre. Donc au début de cet épisode, nous retrouvons logiquement Tokito Michiro en plein sauvetage, lui qui considérait les forgerons, souvenez-vous, comme inutiles, il a quand même fait le choix d'aller sauver le jeune Kotetsu, influencé par les paroles de Tanjiro. Très rapidement, le pilier de la brume coupe la tête de l'ennemi, mais remarque que le corps de celui-ci bouge encore et qu'il va même finir par se régénérer. Au final, Tokito comprend que le point faible du démon s'agit peut-être du pot qu'a le démon sur le dos, et décide de le trancher, ce qui lui a permis d'achever le démon. Après les remerciements de Kotetsu, celui-ci l'interpelle au sujet de Kanamori qui, selon ses dires, s'est fait attaquer. Il lui demande donc de lui venir en aide. Il ajoute qu'Aganezuka est en plein polissage continu pour restaurer le vieux sabre et s'il est interrompu, tout sera fichu. On voit que devant la demande de Kotetsu, Michiro est complètement largué, à tel point qu'à ce moment-là, il va se souvenir d'une chose que le chef des piliers lui avait dit. Selon ce flashback, le pilier de la brume est à la recherche de quelque chose, et pour être plus précis, il semble être amnésique et il cherche à découvrir qui il est réellement. Et il semble avoir été retrouvé et sauvé par le chef des piliers, blessé de toutes parts et ayant perdu la mémoire. Kagaya Ubuyashiki semble être persuadé que si Tokito Michiro survit à ses blessures, il finira par retrouver la mémoire. Il ajoute qu'un événement banal peut être un déclencheur qui lui permettra de dissiper la brume dans sa tête. C'est un magnifique parallèle que vient de faire Ubuyashiki car il nous apprend à tous, nous spectateurs, que celui qui se sert de la brume pour combattre les démons est lui-même perdu au beau milieu d'une brume qui se trouve dans sa tête. Mais par contre, au vu de la réaction de Michiro suite à son flashback, j'ai l'impression que ce n'était pas un banal souvenir, mais plutôt un moment de sa vie qu'il avait oublié dû à son amnésie. Je dis ça par rapport aux éléments ajoutés dans l'image de ce flashback, comme la brume présente tout autour, qui nous fait penser un peu à un trou dans un brouillard, permettant à Michiro de voir, ou plutôt de se repérer dans cette brume. D'ailleurs, le fait de savoir que Tokito Michiro souffre d'amnésie nous permet de mieux comprendre pourquoi il semble toujours être déconnecté de la réalité et constamment à l'ouest. À la suite de ce souvenir, Michiro s'empresse d'aller aider le forgeron en question en portant sur son épaule le jeune Kotetsu. Malheureusement, le doute plane encore dans la tête du pilier de la brume, il se demande si ce qu'il fait est le bon choix et si cela l'aidera à protéger le village. D'un autre côté, il sent que ce qu'il fait est la clé de la victoire, étant donné que le chef des piliers a reconnu ses talents de pourfendeur en ayant été nommé le pilier de la brume. Après ça, on se retrouve au moment où Tanjiro s'apprêtait à subir de plein fouet l'attaque de la 4ème lune supérieure. Très rapidement, et juste avant qu'il lance son attaque, Tanjiro lui coupe la tête en deux, mais le problème c'est qu'il s'attend logiquement à ce qu'il y ait un nouveau démon qui naisse, sauf que le démon qui a été créé de la décapitation porte le même nom que le précédent. Ça bien sûr Tanjiro l'a remarqué, mais à ce moment-là il ne réussit pas à contrer l'attaque des deux démons, il les prend une nouvelle fois de plein fouet, sauf qu'elles sont beaucoup moins puissantes que l'attaque qu'il a subie précédemment. C'est cet élément qui a mis la puce à l'oreille à Tanjiro et qui lui a permis de comprendre comment fonctionne le pouvoir de Hatengu. Selon lui, il ne se renforce pas à l'infini à chaque duplication. Il a aussi remarqué des mots sur leur langue, ces mots sont en fait les émotions primaires, donc la colère, le chagrin, la joie et le plaisir. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que les 4 démons possédant une émotion primaire sur leur langue est en fait la forme la plus forte, et quand l'une d'elles se divise, ça l'affaiblit. Ce qui est cool c'est qu'il nous prouve sa théorie quelques minutes après en éliminant ses assaillants. Tout de suite après, Hatengu version joie l'attaque, et il va donc l'affronter une nouvelle fois. À ce moment-là, il a d'ailleurs remarqué que les petits démons ont disparu, ce qui veut dire qu'il y a bien un nombre limité de divisions. Pendant qu'il réfléchissait, le démon décide de l'attaquer depuis les airs avec ses serres qui sont, selon lui, capables de briser le diamant lorsqu'il est à pleine vitesse. Au bout de quelques attaques de la part du démon, Tanjiro parvient à lui asséner un coup pas donné à n'importe quel endroit, mais au niveau de sa langue, là où est noté le mot joie. Une attaque qui permet à Tanjiro d'enchaîner sur un autre coup porté au même endroit et qui semble avoir mis en mauvaise posture la lune supérieure qui est forcée de s'envoler. Le démon, une fois en l'air, reprend les attaques depuis les airs sur Tanjiro qui n'a qu'une idée en tête, c'est rejoindre Genya et Nezuko.
D'ailleurs en parlant d'eux, on retrouve Nezuko qui est immobilisé par une version de Hatengu et Genya qui se retrouve à genoux avec une lance plantée dans le corps. Lorsque le démon ayant planté sa lance dans le corps de Genya a tenté de la retirer, il a remarqué qu'elle était coincée, mais c'était en fait Genya qu'il croyait mort qui la retenait. Genya va ensuite lui tirer un coup de fusil dans la tête sans qu'Aizetsu ait le temps d'esquiver, ce qui énerve Sekido. Même si l'émotion qu'il représente est la colère, on comprend que cela puisse l'agacer maintenant qu'on a les explications de Tanjiro. Ensuite, le démon parvient à retirer la lance du corps de Genya sans pour autant le tuer. Cependant, le démon du chagrin nous apprend que quand il avait planté la lance, il avait visé ses organes et le fait qu'il ait retenu la lance le maintenait en fait en vie. Donc logiquement, maintenant qu'il lui a retiré la lance, Genya est censé mourir. Sauf qu'il a tout faux. Tout à coup, Genya se met à chanter et lorsque Aizetsu tente d'en finir avec lui, celui-ci disparaît derrière lui pour lui trancher la tête avant l'intervention in extremis de Sekido qui va l'attaquer avec son électricité. À notre grande surprise, Genya électrocuté parvient quand même à bouger pour utiliser une nouvelle fois son fusil sur le démon Sekido. C'est étonnant car on se souvient que face à la même attaque, Tanjiro était sur le point de s'évanouir, ce qui prouve les qualités de pourfendeur de Genya et montre à quel point il fait preuve d'une grande résistance physique. Après ça, Aizetsu frappe Genya en le projetant dans une salle du bâtiment en ruine. A la suite de ça, c'est au tour de Nezuko de se battre. Elle va commencer par recevoir un coup de pied du démon aux yeux verts qui va lui transpercer le ventre. Ensuite, ce même démon va demander à Sekido de l'immobiliser en l'électrocutant avec sa crosse, sauf que Nezuko lui détruit la mâchoire avec un coup de pied foudroyant et le brûle avec son fameux pouvoir sanguinaire découvert lors de la saison 2. Elle enchaîne en lui arrachant le bras qui tenait l'arme qui a permis à ce démon de projeter à des kilomètres Tokito Mushiro pour au final l'utiliser sur lui et le projeter à son tour loin de la zone de combat. Après ça, Sekido parvient à planter sa crosse dans la gorge de Nezuko et l'électrocute, ce qui va l'immobiliser pour un moment. On est rapidement de retour avec Tanjiro, toujours en plein combat avec le démon représentant la joie. L'objectif de Tanjiro est de retourner auprès de Nezuko et Genya. Le problème c'est qu'au fil du combat, son adversaire est de plus en plus vif, ce qui fait qu'il a peur d'aller là-bas et d'aggraver la situation. Genya qui au final m'aura fait mentir par rapport aux propos que je tenais à son égard durant ma dernière review, il se relève à ce moment-là une nouvelle fois malgré toutes ses blessures, il se lève en chantant comme tout à l'heure, ce qui commence à être flippant d'ailleurs. En se levant, il assure à son adversaire qu'il va le massacrer. On revient une nouvelle fois très rapidement du côté de Tanjiro qui a pris sa décision et veut se servir de son ennemi pour retourner auprès de ses amis. Son plan est en fait assez simple. Le but est de se servir de l'élan du démon en plein vol. Si son plan fonctionne, il y sera en un saut. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait mine de s'enfuir, ce qui va faire que le démon va l'attaquer. Et pile au moment où il allait le toucher, Tanjiro esquive et plante son ennemi de sorte à s'accrocher à lui tout en le propulsant sans qu'il puisse faire trop de dégâts non plus lors du trajet. D'ailleurs dans son plan, il ne faut surtout pas oublier de souligner le fait que Tanjiro a bien fait attention de viser la langue, donc là où se situe le mot de son émotion primaire, la joie, si comme on nous l'a démontré dans les scènes précédentes, immobilise quelques instants le démon. Bref, le plan de Tanjiro fonctionne, il finit par arriver au bâtiment où se trouvent ses amis, parvient à transpercer le mur grâce à l'impact qu'il a causé avec le corps du démon et se retrouve maintenant en face de Nezuko totalement immobilisé. Tanjiro va maintenant essayer d'aider sa sœur, pour ça il va devoir s'attaquer au démon Sekido et lorsqu'il va se jeter dessus, son ennemi va chercher tout comme Nezuko à l'immobiliser avec son bâton et son électricité, sauf que notre jeune pourfendeur avait préalablement coupé un membre de Urogi dont il va se servir pour contrer l'attaque de Sekido et lui permettre d'éviter de se faire électrocuter. Étant donné que le corps de démon d'Urogi est construit à partir des mêmes cellules que Sekido, cela veut dire que Tanjiro se retrouve immunisé face à l'attaque de son ennemi vu qu'il a fait en sorte que son ennemi plante sa crosse sur le membre coupé d'Urogi. Devant cette scène, nous pouvons qu'être admiratifs face à cet instant de génie de Tanjiro qui montre qu'il s'améliore et réfléchit de plus en plus pendant ses combats. Ayant contré l'ennemi, il est temps pour notre pourfendeur de contre-attaquer. Malheureusement, avec une main, il ne pourra pas lui couper la tête, mais il va quand même être en mesure de le toucher au niveau de sa langue, là où est notée son émotion. Sachant jusque-là que les attaquer à cet endroit précis les retarder, Tanjiro va donc en profiter pour aller libérer Nezuko. Le temps de la libérer, Sekido s'est déjà régénéré et va directement porter un coup à Tanjiro qui va être sauvé in extremis par Nezuko. Nezuko qui va utiliser son pouvoir sanguinaire sur Sekido jusqu'à ce que Karaku revienne participer au combat et qui va donc utiliser sa fameuse arme sur les deux frères et sœurs qui vont être couchés au sol dû à la pression jusqu'à briser le sol et finir à l'étage inférieur tous deux évanouis. Sekido, Urogi et Karaku se réunissent pour leur donner le coup de grâce, une scène qu'on ne verra pas avant le prochain épisode car tout de suite après on nous montre que le village des forgerons est attaqué par une armée de démons poissons qui, comme nous le disait en début d'épisode Tokito Mushiro, est le pouvoir sanguinaire d'un démon. Étant donné le pot que ces démons ont sur le dos, on peut facilement en déduire que c'est la 5e lune qui en est à l'origine.
Malheureusement, les forgerons ne sont pas de taille à affronter cette menace et risquent de se faire décimer si quelqu'un n'intervient pas. Heureusement, on se souvient que le pilier de l'amour Mitsuri Kanroji n'est pas loin, elle reçoit d'ailleurs l'ordre d'intervenir au plus vite avant que le village soit détruit. L'épisode se termine donc sur l'image du pilier de l'amour qui est en route pour prêter main forte à ses camarades. Une scène qui va en fait me donner raison sur ce que je disais dans ma review précédente quand je disais justement que Mitsuri allait forcément arriver dans cet épisode. Donc voilà les gars, mes théories franchement j'assure en ce moment. Comme je le disais en début de vidéo, on est sur un bon épisode avec pas mal de combats et quelques mystères ajoutés concernant Tokito Michiro ainsi que la découverte de quelques éléments concernant la 4ème lune supérieure permettant peut-être in fine d'en finir avec elle. Bon, concernant la qualité des combats, nous sommes très loin du niveau d'animation de la fin de saison 2, mais je pense que ça va pas tarder à venir en s'approchant du combat final, donc pas d'inquiétude. On a aussi eu l'occasion de découvrir que Tokito Michiro était en fait amnésique, ce qui permet de bien expliquer l'ensemble de son comportement depuis qu'on le connaît. Le fait qu'il soit le pilier de la brume est aussi un excellent parallèle concernant sa situation, le maître de la brume lui-même perdu dans sa brume, qu'il va à mon avis pas tarder à dissiper au fur et à mesure des épisodes et de cette saison, et qu'il a d'ailleurs déjà commencé en ayant débloqué le souvenir de sa rencontre avec Ubuya Shiki. Par contre, j'ai une petite réflexion concernant l'amnésie de Tokito Michiro. Selon moi, l'élément déclencheur qui lui permettra de se rappeler de qui il est réellement a déjà eu lieu en fait. Et pour moi, il s'agit du moment où Tanjiro lui a expliqué sa vision des choses lorsqu'il est venu le voir pour lui demander des infos sur le forgeron Kanamori. C'est plus précisément lorsque Tanjiro lui dit que lorsqu'on vient en aide aux gens, on a plus de chances qu'ils nous viennent en aide en retour. Une phrase qui avait d'ailleurs complètement perturbé le pilier. En fait, je pense que cette phrase de Tanjiro, pourtant assez banale faut le dire, a permis à Tokito de petit à petit changer de comportement. C'est d'ailleurs cette phrase qui l'a poussé à aider le jeune Kotetsu, un acte qui, au final, lorsque le jeune forgeron l'a remercié, lui permet d'accéder aux souvenirs qu'il a eu durant l'épisode. C'est donc grâce à cet acte, poussé par la phrase de Tanjiro, qui lui a permis de dissiper une petite partie de la brume, mais pour être encore plus précis, je dirais même que c'est son changement de comportement sur le moment, donc le fait de ne pas avoir abandonné Kotetsu à son sort, et donc de battre l'indifférence qu'il avait à son égard, qui lui a permis d'accéder à une petite partie de sa mémoire. Et donc pour moi, s'il continue sur cette voie, donc d'aider les gens autour de lui, ça finira par l'aider lui-même. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'aider les gens l'aidera lui aussi, et c'est là qu'est le véritable sens de la phrase de Tanjiro dans l'épisode précédent. On peut aussi se dire que le comportement qu'a maintenant Tokito Michiro grâce à la phrase de Tanjiro est une attitude qu'il avait déjà avant, ce qui lui permet d'avoir un rapprochement avec le lui d'avant. Du coup, si vous me suivez bien, plus son comportement d'aujourd'hui se rapproche de celui qu'il avait avant, plus il se souviendra de son ancienne vie. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux théories et je suis vraiment pressé de lire ce que vous allez m'écrire. Avant de vous quitter, je voudrais vous parler d'une dernière chose qui m'a quand même assez intrigué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il est maintenant clair que les démons représentant Atengu, donc Karaku, Sekido, etc., ont absolument tous la même cicatrice, ou plutôt le même genre de maladie au niveau du front que le chef des piliers, Ubuya Shiki. Quand j'ai remarqué ça, je me suis dit que c'était pas possible que ce soit une coïncidence, et donc je me demande si la maladie du chef des piliers n'a pas un rapport avec le sang de Muzan. Je veux un maximum de théories sur ce que je viens de dire, par contre sans spoil pour les lecteurs du manga, je compte sur vous, c'est hyper important. Bref, maintenant que tout ça est dit, je vais m'arrêter là et je vais vous dire à la semaine prochaine pour discuter ensemble de cet épisode 5 de la saison 3. Prenez soin de vous, allez, ciao les potes!